Bonjour à tous, bienvenue dans Question de comprendre. Aujourd'hui, nous parlons de cybersécurité avec trois structures que je vais vous présenter tout à l'heure. Enjeu de la sécurisation des systèmes d'information à l'ère des services en ligne. C'est la grande question que nous allons donc développer tout au long de cette émission. Et nous allons certainement aussi évoquer certains termes comme la cybercriminalité, la cyberprudence et puis également nous allons parler de protection des données à caractère personnel. Avec moi sur ce plateau tout au long de cette émission, nous avons Maxime Da. Il est expert en protection des données à caractère personnel au niveau de la Commission de l'information et des libertés civiles. Bonjour et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Nous avons également pour nous accompagner dans cette émission un expert en droit du numérique, Amidou Foudipama. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Nous avons également Samir Yoni, vous êtes l'expert en cybercriminalité sur ce plateau. Vous êtes de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Bienvenue. Merci. Et puis enfin sur ce plateau, Martin Kiandebego, expert en cybersécurité. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Vous êtes de la direction de la cybercriminalité, de la cybersécurité, et de la coordination des relations extérieures. C'est cela. Exact. Alors, bienvenue une fois de plus dans cette émission. Au Burkina Faso, quand on parle de cyberespace, quand on parle de cybersécurité, on peut facilement penser à ces trois structures que j'ai citées tout à l'heure, l'ANSSI, la BCLCC et la CIL. Nous allons commencer par vous présenter l'ANSSI qui a été créée en 2013. Monsieur Dipama, est-ce que vous pouvez nous présenter davantage votre structure? Merci beaucoup madame. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler ce jour la question de la cybersécurité à l'heure des transactions en ligne. Il faut dire que l'ANSSI est un établissement public à caractère administratif qui a été créé en juillet 2013 au ministère de la Sécurité et qui est doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Mais depuis 2015, elle a été rattachée au Premier ministère qui en assure désormais la tutelle technique. Pardon. Il faut dire en termes de mission que l'ANSSI est chargée de protéger les actifs informationnels de l'État, de ses entreprises et de ses citoyens. Également, l'ANSSI est chargée de gérer les incidents de sécurité des systèmes d'information, d'établir des normes, d'homologuer les dispositifs matériels et logiciels, également de renforcer la culture de cybersécurité au Burkina Faso et d'appuyer les acteurs judiciaires en matière d'investigation. Donc, l'ANSSI est aujourd'hui la superstructure chargée au niveau de l'État de veiller à la préservation et à garantir en tout cas l'inviolabilité de notre cyberespace. Et elle est structurée en une direction générale, un secrétariat général, 5 directions, dont une direction en charge de l'expertise et des audits, et une direction en charge de la gestion des incidents et des investigations. Il faut dire que l'ANSSI est animée par des agents assermentés qui sont soumis à un certain nombre de contraintes particulières et qui, en tout cas, travaillent et sont dédiés quotidiennement à la préservation des intérêts stratégiques du Burkina Faso et de ses citoyens. D'accord, bien, merci. Monsieur Da, oui, madame. Comment vous présentez la CIL? Ok, merci bien madame, et à travers vous la télévision TUI TV, et aussi un grand merci à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour cette belle initiative de regrouper les acteurs nationaux qui interviennent dans, on va dire, l'assainissement de l'écosystème numérique dans notre pays. Alors la CIL, c'est un sigle 3 lettres, pour 3 mots, la Commission de l'informatique et des libertés. Qu'est-ce que c'est? C'est une autorité administrative indépendante qui a été créée par une loi en 2004, la loi 010-2004 portant protection des données à caractère personnel. Et cette loi réglemente la matière de la protection des données à caractère personnel et crée en son article 26 un organe de contrôle qui est la Commission, qui est la CIL, avec pour attribution de veiller au respect, en tout cas, des droits des personnes en matière de traitement de leurs données à caractère personnel. Alors, la composition de la CIL, pour aborder cela, est composée de 2 organes, un organe délibératif et un organe administratif.
L'organe délibératif est composé d'un collège des commissaires de 9 membres, dont 8 qui sont non permanents, et un président ou une présidente en l'occurrence, qui dirige ou qui pilote l'organe administratif. Alors, la CIL, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son champ d'application, son champ de compétences? Il faut simplement dire, comme on a dit tantôt, sa partition, c'est de veiller au respect ou à la protection des droits, des libertés individuelles et surtout les droits des personnes physiques dans le traitement de leurs données. Et ce faisant, la CIL est appelée à mener un certain nombre de missions, un certain nombre de contrôles. Alors, pour ce faire, d'abord, quand on parle de données personnelles, il faut dire qu'il y a beaucoup de structures qui collectent des données qui nous concernent. Le rôle de la CIL, c'est de voir la nature des données que les structures collectent nous concernant et de voir en sorte qu'il y ait une proportionnalité dans les différentes collectes qui sont faites nous concernant. Et deuxièmement, le mode de collecte. Si c'est sur des supports, on va dire manuels ou physiques, que ces différents supports-là soient protégés. Et si c'est sur des supports informatisés, que bien entendu ces différents supports-là soient aussi protégés et sécurisés. Aussi, on tient compte de la nature du responsable de traitement, ça veut dire l'entreprise qui collecte les données qui nous concernent. Que ce soit des entreprises qui relèvent du public ou du privé, il faut effectivement que la CIL les accompagne à encadrer ces différentes manipulations. Alors, en 5 missions, la CIL, qu'est-ce qu'elle fait? Sa première mission, c'est d'informer et de sensibiliser. On sait bien que le droit à la protection des données personnelles est un droit nouveau dans nos cieux, sous nos cieux. Et certains qualifient ce droit-là de droit élitiste parce que certains disent que ça relève d'une certaine catégorie de personnes, de citoyens, chose qui est justement une aberration. Nous sommes tous embarqués dans le numérique et il faut dire que nous avons des données qui sont manipulées par des personnes, que ce soit même les GAFAM ou des entreprises. Et donc, la CIL a pour ces données comme attribution de sensibiliser et d'amener les gens à s'approprier cette notion de données personnelles. Aussi, interpeller les citoyens que les données que nous passons le temps à alimenter sur les plateformes peuvent avoir des conséquences si on n'est pas prudent. Et aussi les entreprises qui collectent ces données-là, qu'il y a des mesures, non seulement de confidentialité et de sécurité que ces entreprises doivent suivre, appliquer pour en tout cas protéger les données des personnes. Deuxième mission, c'est aussi, on va dire, réguler les traitements. La loi impose ou donne attribution à la CIL de vérifier ou de donner un quitus pour la mise en œuvre de tout traitement. C'est-à-dire quoi? Que toute entreprise, qu'elle relève du public ou du privé, l'État lui-même en question aussi, doit saisir la CIL pour une demande d'avis lorsqu'elle veut mettre en place un traitement de données personnelles et surtout c'est les données sensibles. Et la CIL, à travers une autorisation, facilite la mise en œuvre ou en tout cas produit des recommandations. Troisième mission, c'est de protéger les droits des personnes. Nous sommes à l'ère du numérique, on parle de cybercriminalité, de cybersécurité. Il faut dire que ces plateformes-là ne sont pas sans risque, sans danger. Et il arrive que des personnes, on va dire, imprudentes se font avoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La CIL les accompagne quelque part à justement supprimer des informations malsaines qui les concernent sur la toile. Alors, quatrième mission que la CIL est amenée à faire, c'est des contrôles. Et tout comme l'ANSSI aussi a appelé à mener des audits au niveau des entreprises. Au niveau de la CIL, nous appelons ça des missions de contrôle et de vérification qui sont spécifiques aux données personnelles. Puisque nous, justement, donnons quitus sur la mise en œuvre des traitements, il faut effectivement qu'on vérifie auprès des entreprises qu'est-ce qui est mis en œuvre, est-ce que c'est conforme par rapport aux principes directeurs édictés par la loi. Et la dernière mission, c'est justement une mission de veille juridique et technologique, c'est de voir avec l'évolution de la technologie, puisqu'elle va à une certaine vitesse, quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour justement garantir la protection des données personnelles, la sécurisation de la vie privée et justement protéger les libertés des uns et des autres dans cet espace du numérique. Voilà un peu en quelques mots comment on pouvait présenter la CIL, son champ d'attribution et ses missions. D'accord, monsieur Yoni, comment vous décrivez les rôles, les attributions et missions de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité? Ok, merci. Il faut dire que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, c'est une nouvelle structure qui a été créée le 8 janvier 2020, lors de la séance du Conseil des ministres. Et
C'est très récent alors. Ah oui, elle a été créée juste à peine quelques jours, même pas presque un mois déjà. Maintenant, cette structure a été mise en place pour pouvoir répondre à la montée de la cybercriminalité pour le cas de Burkina Faso. Et aussi, il faut dire qu'en 2018, les différents acteurs impliqués dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité se sont réunis. Il était question de faire le point de là où nous en sommes, les différentes infractions que nous rencontrons, les ressources que nous disposons pour pouvoir contrer cela. Et des recommandations ont été faites. Et l'une de ces recommandations, c'était qu'on puisse faire une synergie de nos forces, mettre en place une structure centrale qui va répondre à la montée de la cybercriminalité. Ce qui a mené à la création de cette structure. Et depuis le 22 janvier 2020, j'ai été conduit comme responsable de cette brigade pour pouvoir mener des politiques de lutte contre la cybercriminalité au Burkina Faso. Voilà. D'accord, bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Tiendrebego, qu'est-ce qu'on doit entendre par cybersécurité? Merci madame. Comme mes devanciers l'ont planté dans le décor, il faut dire qu'aujourd'hui le numérique c'est une révolution. Une révolution qui entraîne que nous soyons de plus en plus connectés, adeptes à la nouvelle technologie. Et cela n'est pas sans conséquence. Alors, disons que la cybersécurité, comme l'ANC en tout cas entend mener, peut se définir comme étant l'ensemble des lois, les méthodes, les politiques, les technologies, formation, bonnes pratiques, tout ce qui est mesure que l'on peut prendre en compte pour pouvoir prévenir et puis sauvegarder les actifs informationnels, que ce soit matériels ou immatériels, dans le cyberespace. D'accord. Et qu'est-ce qu'on appelle système d'information, Monsieur Dipama? Il faut dire que le système d'information, c'est en fait entendu comme étant tout système qui permet de traiter de l'information, de générer l'information, de collecter l'information et de conserver l'information. Et le système d'information, c'est un ensemble. Ça part du système informatique qui fait le traitement informatique de l'information. Ça va également de l'humain. L'homme qui traite l'information fait partie du système d'information. Ça va du bâtiment. Le bâtiment qui contient le système informatique ou les ressources physiques fait partie du système d'information. Il y a les systèmes et réseaux informatiques également qui font partie du système d'information. Il y a également les lois, et les mesures, les normes qui ont été prises pour préserver les systèmes d'information qui sont également une partie intégrante. Donc le système d'information, c'est un tout qui permet de générer l'information, collecter l'information, sauvegarder et conserver l'information. C'est en fait le support de l'information. D'accord. Voilà. Pour être plus clair, est-ce que dans une entreprise, quel élément constitue, quel élément constitue le système d'information? Ou bien est-ce qu'au niveau individuel, on peut parler de système d'information également? Le système d'information, comme son nom l'indique, c'est un système. Un système, c'est un engrenage de plusieurs choses. D'accord. Et dans une entreprise, les agents de l'entreprise font déjà partie du système d'information. Ah. Voilà. L'ordinateur fait partie du système d'information. L'armoire fait partie du système d'information. L'archive, la salle d'archives fait partie du système d'information. Les données font partie du système d'information. Les documents font partie du système d'information. Le bâtiment fait partie du système d'information. Donc quand on dit système d'information, c'est tout ça. Puisque dans une entreprise, c'est tout ça qui concourt à créer l'information et à traiter et à conserver l'information. D'accord. Monsieur Tiendrebego, au niveau du Burkina, il y a une stratégie nationale de cybersécurité qui a été adoptée en 2018, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que contient ce document? Merci madame. Il faut dire que la stratégie nationale de cybersécurité, comme on a défini la cybersécurité tout de suite, c'est un document dans lequel sont édictés un certain nombre de choses qui vont permettre de garantir en tout cas le cyberespace national. Et à ce titre, il y a tout ce qui est dedans comme défi, comme enjeu, comme structure sur le plan, je vais parler institutionnel, comme sur le plan juridique, les lois qu'il faudrait peut-être prendre et le mécanisme de coordination
de l'ensemble des structures au plan national, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir en tout cas susciter, comment on appelle, les acteurs à investir dans la sécurisation de leurs systèmes d'information. Et le but, c'est de quoi? C'est de garantir un cyberespace paisible, technologiquement en tout cas sécurisé, pour inciter bien sûr les investisseurs, que ce soit sur le plan national ou international, en tout cas à investir au Burkina Faso. Comme je le disais dans mon introduction, vous savez que aujourd'hui la technologie c'est quand même une base, c'est un préalable pour un développement économique. Voilà, tout est maintenant numérisé. On parle de digitalisation pour aller carrément dans la dématérialisation de tout ce qui est au format papier. Alors, pour que cela puisse se mettre en œuvre sans, bien sûr, les risques, comme l'a tantôt cité M. Dadlassil, il faut vraiment des mécanismes. Et les mécanismes, ça commence d'abord par les textes. Voilà, et la SNCS, BF, entendez par SNCS, la stratégie nationale de cybersécurité, et ce document qui doit servir de gouvernance au plan national sur la cybersécurité. D'accord. On parle de digitalisation. On sait qu'en ce moment au Burkina, les petites comme les grandes entreprises sont en train de digitaliser tous leurs services. Quels peuvent être les risques liés à cette digitalisation-là, M. Yoni? Ok, merci bien. Les risques liés à cela, c'est, comme le prédécesseur le disait, M. Dipama, il y a un système d'information qui est là. Donc, c'est une partie, soit ils mettent tout le système qui veut digitaliser. Donc, si un des maillons est faible, la définition qu'il a dit, c'est tout un engrenage. Donc, si un maillon est faible, c'est tout le système qui devient faible. Le risque derrière ça, c'est que ça joue sur l'économie du pays. Actuellement, il y a les gens ont un regard assez craintif sur tout ce qui est lié au e-service. Les e-services, ce sont des services standards que les usagers, les différentes entreprises offrent. Maintenant, au lieu que l'individu vienne physiquement pour avoir bénéficié de ces services-là, il peut rester chez lui, à travers Internet, bénéficier de ces services-là. Donc, si derrière la digitalisation, on ne met pas les différents dispositifs pour pouvoir assurer la sécurité derrière cela, les individus seront réticents à utiliser les services que cette entreprise va offrir. Donc, ça fait un frein vraiment à l'économie du pays. Voilà. Donc, derrière ça, il y a les données qu'on peut voler, parce que en digitalisant, on vous met des informations en ligne, c'est-à-dire ce sont des informations que vous mettez à disposition. Donc, un individu mal intentionné peut derrière récupérer ces informations. Ceux qui bénéficient de ces services mettant les informations à titre personnel sur ces plateformes. Donc là, le cas de la CIL qui a un regard sur ça, pourquoi on n'est pas volé ces données qui sont à caractère personnel. Les données financières qu'on peut renseigner à travers cela. Et donc, ce sont des différents éléments, que ce soit les données à caractère personnel, les données financières, l'image même de l'institution. Donc, tout ceci, ce sont les risques qui sont liés à travers cette digitalisation. Quand les données informatiques sont en ligne, ça peut être accessible à plusieurs personnes. Et on se demande, à l'heure des TIC en ce moment, est-ce que, à l'heure des TIC, et on se retrouve dans un village planétaire, une personne au Bénin, par exemple, peut commettre un délit, incluant le Burkina, une autre personne au Burkina. Comment est-ce que, au niveau de la réglementation, de la législation au niveau du Burkina, comment est-ce que ça peut se régler? D'accord. Et là, vous soulignez un problème, ça c'est le cas de ce que nous vivons dans le cadre de la cybercriminalité, parce que là, le criminel peut être dans un pays X et commet son acte dans un pays Y. Mais les lois qui régissent ce pays pour le cas de Burkina Faso, régissent pour le cas de Burkina Faso. Uniquement. Voilà, parce que c'est ça qui est là. Maintenant, pour pouvoir répondre à cette question de crime transnational, il y a des conventions qui existent, qui étaient érigées bien avant. Il y a la convention de l'Union africaine qui est là, les directives de la CEDEAO, la convention de Budapest où le Burkina Faso vient de faire son adhésion, qui permettent maintenant pour le Burkina Faso de pouvoir interagir avec l'autre pays où le criminel y est et faire une coopération pour que ce criminel soit jugé. Parce que là, on va essayer de sortir les différentes infractions qu'il a commises chez nous. Ces infractions seront relayées à ce pays d'autres et ce pays sera chargé d'appliquer la loi par rapport à cet individu-là. Donc ça fait maintenant que c'est une réponse à ce frein de barrière qui était là. Et la réponse, c'était les différentes conventions internationales qui permettaient maintenant à nos pays maintenant de pouvoir interagir. Où se trouve le criminel, à travers ces conventions, on peut
voilà, faire sanctionner cette personne conformément à la loi. D'accord. Voilà. Monsieur Da, on a déjà commencé à aborder la question, mais dites-nous, qu'est-ce qui peut être qualifié d'acte cybercriminel concrètement, avec des exemples? Alors, avec des exemples, qu'est-ce qui peut être qualifié d'acte cybercriminel? Il faut dire d'abord dans la définition de la cybercriminalité, ce sont des actions qui peuvent non seulement causer des dommages au système d'information ou aussi causer des dommages aux biens et aux personnes. Donc, l'exemple c'est simple, une personne malveillante qu'on appelle généralement les cybercriminels ou un cyberdélinquant peut utiliser un ordinateur et décider d'attaquer votre système d'information depuis l'extérieur, c'est-à-dire depuis True TV. Donc, ce qu'il voudra faire, c'est de rendre indisponible l'ensemble de vos services ici. Il peut le faire de l'extérieur, tout comme la faille aussi peut venir de l'intérieur. Ou encore, un exemple, on peut, comme on parle de données personnelles, essayer de m'attaquer parce que j'ai une identité numérique, je suis sur certaines plateformes, j'ai un compte, un service bancaire. Donc, l'action voudrait quelque part, soit à travers un hameçonnage qu'on appelle le phishing, me donner un faux lien où je vais aller quelque part de moi-même et de manière inconsciente, donner mes informations ou créer la faille pour que le cybercriminel exploite cette faille-là et vider mon compte. Donc il y a dans la définition de la cybercriminalité le fait qu'on peut utiliser un système pour déstabiliser en fait une entité, tout comme l'action aussi peut permettre au cybercriminel de déstabiliser en fait un outil informatique lui-même. Donc ce qui est là, comme le commissaire, en fait, comme le commissaire Yoni vient de le dire, c'est beaucoup plus les dommages qu'il faut voir. Il y a l'image généralement de cette entreprise qu'il faut attendre. Vous savez, si on vient à vous attaquer et que vous êtes une société bancaire et que par exemple vos clients apprennent qu'on a eu à pirater ou détourner des centaines de millions dans votre banque, est-ce que vous pensez que beaucoup de gens viendront chez vous? Si vous relevez d'un secteur de la santé et que vous avez un système d'information assez sensible pour la plupart des malades que vous avez et qu'on vient attaquer ce système d'information, que les données se retrouvent dehors, non seulement il y a cette réputation que votre structure risque d'avoir, mais il y a cette image que vous allez mettre du temps avant de pouvoir voilà, justement corriger. Donc les conséquences sont un peu ça avec des exemples et c'est pourquoi justement l'État a pu anticiper en mettant en place ces différentes structures-là, l'ANSSI qui est vraiment, on va dire, ce bras armé de la sécurité numérique au niveau du Burkina Faso. Et moi, je dis tantôt que dans cet écosystème du numérique, c'est comme un grand champ où chacun a un outil spécifique pour faire son travail. La CIL s'occupe du pan de la protection des données. L'ANSSI, ce sont les normes qu'elle définissent. Au niveau de la BLCC, c'est la cybercriminalité. Parce que nous pouvons, par exemple, essayer de corriger l'identité numérique de quelqu'un, mais celui qui est derrière ça, comme il l'a dit tantôt, le voleur, le cybercriminel qui est derrière ça, comment faire pour l'arrêter? Justement, c'est cette partition que, justement, la BLCC essaie de jouer, activer les leviers pour pouvoir interpeller les différents fautifs. Justement, M. Yoni, comment vous procédez très clairement pour démasquer un cybercriminel? D'accord. Ce sont des questions pas faciles à répondre. D'accord, je vais essayer de répondre à votre question. Tout dépend de l'acte commis en fait. Parce que comme il a dit précédemment, la cybercriminalité c'est vraiment une infraction qui est assez difficile à cerner. Parce que les autres infractions standards que nous connaissons, le vol, c'est subtiliser quelque chose. C'est assez physique. Oui. Voilà. C'est dit de commettre un braquage. Là, c'est des infractions qui sont bien définies. Par contre, la cybercriminalité, la difficulté, c'est que ça résout un ensemble d'infractions. Donc, c'est pas juste un, mais c'est plusieurs infractions. Et toutes ces infractions sont réversées au cadre de la cybercriminalité. Et la particularité de la cybercriminalité, soit on utilise la technologie pour commettre, soit c'est la technologie qui est comme cible. Si on prend le cas où c'est la technologie qu'on utilise pour commettre l'infraction, donc là, il y a des enquêteurs qu'on appelle des enquêteurs du numérique. Donc, c'est eux qui vont faire des investigations numériques. Voilà. Donc, ceux qui sont chargés de retracer, parce que tout acte qu'on pose, on laisse des traces. Voilà. C'est ça aussi l'avantage du système informatisé aussi, c'est-à-dire que vous utilisez un téléphone juste pour émettre un appel, ce sont les traces que vous laissez. Que vous manipulez un ordinateur, ce sont les traces que vous laissez. Donc, cet enquêteur sera chargé de retrouver les traces que cet individu a laissées, parce qu'on ne peut pas passer sans ne pas commettre, laisser des traces. Même pour un braquage standard, pour faire un braquage, il faut communiquer, il faut préparer l'action. Vous voyez? Donc ce sont des informations que le délinquant laisse et ces enquêteurs sont amenés à rechercher ces informations, à les retracer du point où ils ont commis l'infraction jusqu'à arriver au bout.
Voilà, donc c'est pas un truc qui est vraiment donné à tout enquêteur. Ce sont des enquêteurs vraiment qui sont formés dans ce domaine-là, parce qu'on travaille trop avec la technologie, avec les outils, voilà. Donc ils sont formés pour ça. Et ils sont chargés maintenant de suivre les traces laissées pour pouvoir remonter au cybercriminel. La difficulté qu'on avait avant, c'est quand le cybercriminel n'est pas sur le territoire burkinabé. Là, vous remontez jusqu'à la frontière, vous tac, là, vous êtes limité. Comment faire? Voilà. Mais la coopération est venue résoudre ce problème. Il y a une question à côté de celle que je viens de poser. Est-ce que vous pensez que les Burkinabés en général sont à l'aise ou sont assez informés ou confiants quand ils sentent qu'ils ont été attaqués sur le cyberespace? Est-ce que vous pensez qu'ils sont assez à l'aise pour aller porter plainte? Est-ce que c'est pas dans nos cultures, vraiment? Effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, l'aspect cybercriminalité, revêt des aspects nouveaux. Et puis, il y a une donne aussi qu'il ne faut pas occulter. C'est à savoir si la personne sait qu'on a accéder frauduleusement à ces données ou à ces systèmes. Oui. Donc la plupart du temps, les gens sont innocents. Les gens naviguent comme ils veulent. On utilise des mots de passe faibles pour naviguer en ligne. On expose nos données, on renseigne tout ce qu'on nous dit de renseigner. Donc on laisse des traces partout. Et des gens utilisent ça sans qu'on ne soit au courant. Bon, c'est un jour quand on va retrouver ces photos intimes quelque part, qu'on prend conscience maintenant que j'avais été, en tout cas, été l'objet d'une infraction. Et c'est là maintenant qu'il faut saluer ça. Il y a beaucoup de gens qui en sont conscients. Dès que ça arrive, ils approchent la CIL pour porter plainte et voir comment rétablir, en tout cas, effacer les données qui ont été exposées. Ils saisissent également l'ANSSI pour l'investigation, pour savoir qu'est-ce qui a été fait. Et l'ANSSI, après avoir fait l'investigation, renvoie la balle au niveau des officiers de police judiciaire qui vont faire les qualifications et puis transmettre au procureur pour que, en tout cas, les poursuites nécessaires puissent être faites. Donc, c'est des aspects nouveaux. Beaucoup de gens ne sont pas encore informés, mais il y a une partie quand même qui prend conscience, n'hésite pas à saisir les structures concernées. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. Et justement, notre objectif à travers la mission de renforcement de la culture de cybersécurité, c'est d'inciter les gens non seulement à protéger en amont leur système d'information, leurs données, à être prudents en ligne, à être prudents avec les informations qui les concernent, mais également, en cas de problème, de saisir les structures habilitées. L'ANSSI, la CIL, la BCLCC, etc. Parce que c'est ça qui va nous permettre de prémunir notre cyberespace national et décourager les cyberdélinquants. Eh bien, est-ce que vous avez une estimation du nombre de plaintes qui a été déposées depuis la création de l'ANSSI en 2013? Il faut dire que la mission de l'ANSSI, ce n'est pas une mission de cybercriminalité, c'est une mission de prévention. Ah oui, c'est vrai. Voilà, les plaintes, c'est au niveau de la police, au niveau de la BCLCC. La BCLCC. Voilà, maintenant, à notre niveau, nous jouons un rôle technique, c'est l'investigation. Oui. Et vous avez investi sur combien de dossiers, par exemple? Ah ben, il y en a près d'une centaine déjà. Voilà, mais vous voyez, il y a beaucoup qui ne sont pas signalés. Et puis, l'ANSSI n'est pas le seul acteur. Il y a également au niveau de la gendarmerie, de la police, ils arrivent à leur niveau déjà à prendre en charge un certain nombre de problématiques. Donc, ça fait que ça n'arrive pas chez nous. Mais ce qui arrive chez nous, nous avons une mission de travail à donner des résultats pour que les personnes, en tout cas criminelles, puissent être arrêtées et puis jugées. D'accord. Monsieur Yoni, une estimation du nombre de plaintes? D'accord, je vais juste partir sur la base de cette brigade qu'on vient de mettre en place le 8 janvier. Oui. Du 8 janvier, aujourd'hui, nous sommes au 8 février, donc ça fait un mois. Nous avons minimum 15 à 20 plaintes actuellement que la brigade a enregistré et qui est déjà des enquêtes qui sont déjà en cours. Voilà. Maintenant, auparavant, la difficulté qu'on avait, il n'y a pas d'organisation en tant que telle, donc les différents services de commissariat de sécurité publique géraient les cas. La gendarmerie de son côté, les brigades de gendarmerie aussi géraient les cas, donc on n'arrivait pas à avoir des statistiques officielles en tant que telle. Le second problème qui se passait aussi, c'est que avec l'ancien code pénal, parce que la rédaction s'est passée en 2018 avec l'ancien code pénal, c'est-à-dire celle qui était avant 2018, c'est le code pénal de 1996, faisait de telle manière qu'on avait des difficultés à définir des infractions. Donc ça veut dire que quand un individu parle dans un commissariat de sécurité publique ou bien dans une brigade de gendarmerie et il dit son problème, la loi ne te permet pas de qualifier l'infraction. Donc les enquêteurs sont obligés d'utiliser les anciens textes appliqués. Voilà.
Et ils qualifient ça comme ça. Donc quand on envoie les statistiques annuelles, on se retrouve avec 3 cas de cybercriminalité. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, il y a des cas où ce sont des systèmes qui sont attaqués, on cherche à pirater votre système, on cherche à rendre votre système de diffusion inactif. Là, ce sont les cas que les gens voient dans les films, par exemple. Mais il y a des cas banals que les gens connaissent. Utiliser juste un appel téléphonique pour vous amener à faire des opérations, c'est un cas de cybercriminalité, parce qu'on utilise la technologie pour vous amener à faire quelque chose. Voilà. Donc ce sont des cas standards que les gens connaissaient, mais pour eux, ce n'était pas des cas de cybercriminalité. Ils qualifiaient ça selon l'ancien code. Voilà. Donc ce qui faisait qu'avant 2018, on avait du mal à avoir des vraies statistiques. Mais après 2018, maintenant, avec la nouvelle loi qui a été faite, on arrive maintenant à comprendre et à encadrer et à définir vraiment les infractions comme c'est. Donc si je prends le cas de la brigade, nous avons près de 15 à 20 dossiers actuellement. En un mois. En un mois. D'accord. Et au niveau de la CIL? Oui, je pense qu'il y a eu une convention aussi que la CIL a eu à signer avec l'Agence nationale de sécurité et de l'information, aussi au niveau de la BLCC, qui a une direction technique anti-cybercriminalité. Comme nous, c'est des questions spécifiques aux données personnelles, il faut dire, nous avons des statistiques mensuelles qui avoisinent, ce temps-là, ça a un peu baissé à cause des campagnes de sensibilisation, mais je vais dire de décembre à ce jour, on a enregistré 6 cas et 3 ont abouti. Et généralement, comme il y a des cas d'investigation, on réfère les plaignants au niveau de la DETAC, puisque M. Yoni a des collaborateurs aussi qui travaillent. Donc nous sommes actuellement à 6 cas que nous avons traités. Donc nous souhaitons vraiment que les différentes campagnes de sensibilisation puissent porter fruit, parce que moins de plaintes on va avoir, cela voudrait dire quelque part que le travail de communication et de sensibilisation porte fruit. D'accord. Monsieur Yoni, est-ce qu'il y a une différence entre crime informatique et cybercrime? Non, c'est juste terme d'appellation. Oui. Parce que le cybercrime, c'est un terme générique. Voilà. Mais quand on dit crime informatique, là, ce sont des cas de cyberattaque. C'est-à-dire, vous avez un système informatique qui est là, et cet individu cherche vraiment à nuire à votre système, soit à récupérer des données, soit à intégrer votre système, à se maintenir pour récupérer des informations confidentielles, soit il intègre votre système et il cherche à nuire votre système, donc il cherche vraiment à altérer votre système pour que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et d'autres aussi, vraiment, qui rendent juste... donc c'est soit ils rentrent pour modifier, soit ils rentrent pour altérer, voilà, soit ils rentrent pour voler des informations. Donc là, ce sont des cas de cyber-informatique. Hein. Oui, cyber-informatique, voilà. Et cybercrime. Voilà. Mais le cybercrime, c'est un crime qui se fait dans le cyber. Maintenant, le crime peut être soit on utilise une technologie pour le commettre, ça, c'est le truc informatique qui est cible en fait. Donc ce sont des termes génériques qu'on utilise pour pouvoir définir certains cas. D'accord. Voilà. Monsieur Tenebego, aujourd'hui le domaine d'éthique est constamment en évolution. Est-ce que au niveau de l'ANSSI, par exemple, vous êtes dans une dynamique également de faire évoluer la formation des différents acteurs qui interviennent dans l'entreprise? Merci madame. Comme vous l'avez dit, effectivement, la technologie évolue et l'ANSSI se doit même d'être au diapason, c'est-à-dire qu'au-dessus même de cette évolution, puisque nous sommes chargés de protéger le cyberespace. Et vous savez, les cyberattaquants, au fur et à mesure que la technologie évolue, eux aussi, les méthodes d'attaque se sophistiquent. Voilà, ils profitent de cette évolution. Aujourd'hui, vous allez entendre parler du cloud. Le cloud, c'est une aubaine pour, en tout cas, le système d'information parce qu'il fournit des puissances de calcul incommensurables. Mais les cyberattaquants aussi utilisent ces puissances de calcul qu'offrent ces machines pour attaquer. Donc, s'il avait besoin de 5 minutes pour faire une attaque, il va peut-être passer juste quelques secondes pour réaliser son attaque. Alors, donc, au niveau de l'ANSSI, il y a d'ailleurs, au niveau de la direction de la cybersécurité, un service qui est chargé de la veille technologique. Et cette veille technologique, c'est sur le plan sécuritaire, parce que bon, nous, nos attributions, c'est garantir que les systèmes d'information au plan national sont inviolables et inviolés. Donc, cette veille technologique-là va être, en tout cas, constituée de faire des recherches permanentes, jour par jour, au fur et à mesure que les jours avancent. On fait des investigations sur le net pour voir les vulnérabilités, les failles des différents systèmes, tout ce qui est à l'aide de sécurité qu'on va dispatcher au niveau des acteurs au plan national. Et aussi au niveau des formations aussi, bien sûr, il y a un catalogue même d'ailleurs de formations que l'ANSSI a adopté, élaboré cette année, vulgarisé au niveau des acteurs, qui va permettre d'apporter en tout cas des nouvelles formations en matière de gestion de leurs systèmes d'information sur le plan sécuritaire. Voilà, donc comme vous l'avez dit, au niveau de l'ANSSI, nous sommes
au diapason des choses et nous veillons à ce que si une technologie sort, que l'on puisse retracer tout de suite quelles sont les vulnérabilités possibles que peut embarquer cette technologie afin de pouvoir prévenir. Notre rôle c'est de prévenir, mais bon, si on n'arrive pas à prévenir, il faut aussi détecter, voilà, détecter et mettre fin à l'attaque. Et comment se passe la collaboration entre les différentes structures ici présentes, monsieur Dipama? Il faut dire que nous avons une donne qui est qu'au Burkina Faso, nous n'avons pas encore un droit uniforme de la cybersécurité. Le droit de la cybersécurité est réparti dans plusieurs textes éparses et plusieurs structures ont plus ou moins en charge des missions connexes qui seraient en tout cas rejoignent. On a parlé de la CIL tout à l'heure, on a parlé de la BCLCC tout à l'heure, de l'ANSI tout à l'heure. Mais il faut dire qu'il y a une collaboration permanente entre nos différentes structures. Il y a une concertation permanente entre nos différentes structures. Nous saisissons la CIL deux fois, la CIL nous saisit deux fois, la BCLCC et les forces de l'ordre également. Il y a une collaboration dynamique, permanente, quotidienne qui se fait, si bien qu'on arrive en tout cas à juguler en tout cas l'essentiel des menaces dans notre pays. D'accord. Monsieur Yoni, quelles peines concrètement peuvent être dites par rapport à l'encontre d'individus qui commettent des crimes? D'accord. Pour répondre à cette question, il faut saluer vraiment l'initiative qui a été menée par le ministère de la Justice pour pouvoir élire ce code pénal qui vient vraiment soulager un tant soit peu nous, les enquêteurs, qui menons nos enquêtes sur le terrain. Maintenant, quand vous prenez le code pénal, il y a tout un livre qui était consacré à tout ce qui concerne les actes de cybercriminalité. Avant, c'était des amendes des amendes assez forfaitaires qui étaient punies. Mais là, maintenant, on parle en termes de millions. Et la peine encourue, c'est de 2 à 5 ans de prison. Voilà, pour toute personne. Genre, une personne qui prend votre identité, qui prend des images vous concernant, qui les diffuse sans votre consentement, la personne est punissable par la loi. La loi prend cela en compte. Et toute personne qui récupère ces informations et qui les diffuse aussi à son tour, donc c'était toute une chaîne. L'initiateur de l'infraction et tous ceux qui sont derrière qui associent, parce que vous aussi vous prenez des informations, vous voyez que ce sont des informations assez compromettantes et vous le diffusez aussi. Tout ceci était pris en compte dans le cadre du code pénal. Et ce sont des infractions qui sont punies par la loi de 2 à 5 ans de prison et avec des amendes qui atteignent de 200 000 à plus de 5 millions de francs CFA. Donc, ce sont les différentes infractions qui sont facilitées. Quand ce sont des outils technologiques qui sont facilités. Maintenant, quand il s'agit maintenant des crimes purement informatiques, là, si l'acte posé a des répercussions sur l'entreprise, c'est-à-dire sur les données de l'entreprise, sur l'image de l'entreprise, donc il y a le côté pénal qui est là, mais l'entreprise aussi peut aller dans le côté civil pour demander dommages et réparations. Voilà, le côté pénal. Là, dès qu'il y a eu une modification de suppression, la peine rapidement elle est augmentée. Et il y a le poursuite civile aussi qui demande aussi des dommages. Donc maintenant, c'est fait de telle manière que pour ce genre de cas, les deux procédures sont engagées en même temps. Le côté pénal est engagé et le côté civil est engagé simultanément pour ce genre d'infraction. Parce que derrière, pendant que vous prenez votre téléphone, quand on vole votre téléphone, c'est pas le téléphone en tant que tel qui est volé. Maintenant, comme nous sommes des smartphones, mais ce sont vos données qui sont derrière, dans le téléphone en fait. Ils ont fait de la valeur. Donc un téléphone, banalement, que quelqu'un prend un ordinateur, bon, il va revendre ça à vite prix. Mais derrière ça, les préjudices qu'il cause à la personne, elle est assez énorme. Voilà. Donc si on prend juste le cas pénal, on l'enferme pour une amende de 600 000, ou bien 2 à 3 ans de prison, mais derrière le préjudice que la personne subit, c'est assez énorme. Donc rapidement, sur ce genre de cas, le côté civil aussi est engagé pour demander aussi réparation pour ce que j'ai eu à subir en me privant de mon ordinateur en fait. Et comment vous réparez ça? Non, là, c'est ce côté de la justice maintenant qui prend la relève. Voilà. Nous, on ne fait qu'appréhender ces individus et le reste maintenant revient au parquet de décider maintenant des sorts qui les réservent pour la suite. D'accord. Voilà. Oui, allez-y. Et en plus de ce que le commissaire a dit, il faut ajouter que pour certaines infractions spécifiques, les peines peuvent être plus sévères, en tout cas en fonction de l'appréciation du juge. Il y a en matière financière certaines peines qui peuvent atteindre jusqu'à 50 millions. Et puis d'autres, pour les peines, en tout cas concernant les individus eux-mêmes, ça peut aller jusqu'à souvent même 10 ans. Donc il faut interpeller la conscience citoyenne nationale que désormais il y a certaines banalités qu'on faisait et qui ne peuvent plus se faire. Parce que avant, il y avait un paradis juridique au Burkina Faso. Beaucoup de citoyens d'autres pays venaient même ici commettre certains crimes parce que la législation était assez souple. Mais maintenant, la législation est devenue sévère, si bien qu'il y a certaines infractions que certains commettent sans savoir. Il faut prendre conscience dès maintenant.
par exemple, une diffamation que vous faites de manière traditionnelle, elle a sa peine, mais si c'est une diffamation au moyen des systèmes d'information, sur les réseaux sociaux par exemple, votre peine va s'aggraver. Donc, il faut que les gens ne s'amusent plus avec ces choses-là parce que ça peut créer des angoisses. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la notion de cyber-résilience? On entend souvent parler de cyber-résilience. Qu'est-ce que c'est? Monsieur... Merci, madame. Voilà, aujourd'hui, quand on parle de cyber-résilience, comme mes prédécesseurs l'ont largement évoqué, quand vous avez un système d'information, votre souhait, c'est que votre système d'information ne soit pas violé. Je pense qu'aujourd'hui, vous ne serez pas, en tout cas, content de savoir que demain, TruTV a été piraté et on fait passer des messages en boucle. Et comme TruTV est sur Canal, vous voyez, on peut, c'est-à-dire que violer votre système, faire passer des messages idéologiques, détournés. Voilà, et donc... demain, c'est votre image qui en prend le coup. Alors, donc, quand on parle de cyber-résilience, c'est de faire en sorte que votre cyber soit inviolable. Voilà. Donc, si votre système d'information au niveau de TruTV est résilient, alors ça veut dire que vous avez mis tous les moyens nécessaires, technologiques, humains, et puis, comment on appelle, formation, bonne pratique, pour que votre système d'information ne soit pas violé. Mais à cela, il faut quand même qu'on puisse faire un focus sur le plan humain, parce que... on parle toujours de la technologie, tout de suite vous avez parlé de la veille technologique, tout. Oui, vous avez beau mettre des systèmes robustes technologiquement, un système de sécurité inviolable, mais tant que l'humain qui est au centre de tout ça n'est pas formé, n'est pas sensibilisé, vous voyez, M. Da disait tout de suite que le nombre de plaintes a baissé à cause de la sensibilisation et de la formation. Tant qu'il n'y a pas ces bonnes pratiques, tout ce que vous allez mettre là, ça va s'écrouler. Donc quand on parle de cyber-résilience, c'est de faire en sorte que notre cyber-espace, par exemple, je prends un exemple du cas burkinabé, le cyber-espace burkinabé soit technologiquement paisible, en tout cas sans craindre qu'on ne peut pas être attaqué. Voilà. Et ça nécessite des moyens. Allez-y, monsieur Da. Merci, madame. Je voulais peut-être revenir un peu en arrière sur la question de la collaboration et aussi sur la question de la cyber-résilience. Effectivement, et je l'ai dit, un exemple de collaboration entre nos entités, je pense qu'en 2017, 2018, 2019, il y a certaines structures qui ont été victimes de cyberattaques, justement à l'attaque ransomware. Et lorsque la CIL a été saisie en son temps, il y a la question spécifique des données, comme je disais tantôt, mais il y a la question aussi de la récupération du système d'information. La restauration du système d'information, l'ANSSI a joué sa partition pour ce qui concernait, je pense, quelques entreprises. On avait pu récupérer des données, mais pour d'autres entreprises, ça n'a pas pu se faire. C'est quoi l'attaque ransomware? C'est simplement, voilà, on vous envoie un faux lien. On vous invite à télécharger une pièce, un document Word et à activer un macro. Derrière, justement, en arrière-plan, ce macro active des programmes sur votre ordinateur. Et ces programmes-là paralysent l'ensemble de vos fichiers. Et lorsque vous allez vouloir exploiter vos fichiers, on vous dira de payer une certaine somme avant de rentrer en possession de vos données. Malheureusement, des entreprises dans notre pays se sont fait avoir et toutes leurs bases de données ont été, on va dire, corrompues. L'ANSSI a accompagné certaines, la CIL aussi, parce qu'il y a des données personnelles qui se trouvent dans les bases de données. On a pu récupérer cela. La cyber-résilience voulait dire quoi? Il ne faut pas seulement s'asseoir avec son ordinateur et dire j'ai mes données. Et puis bon, lorsqu'il y a une attaque, je fais quoi? Je perds toutes mes données. Et comment je peux repartir si j'ai un business? Il faudrait que dans la résilience, on arrive rapidement à pouvoir se relever de cela, c'est-à-dire avoir peut-être des sites, un exemple des sites secours, de redondance et pouvoir faire des sauvegardes régulières. Donc aussi, hein, c'est l'autre partition qu'eux jouent, c'est de lancer cette investigation numérique, le forensique et autres, voir la traçabilité sur les réseaux et savoir d'où est partie ces différentes attaques. Voilà un peu ce que je voulais ajouter sur la collaboration entre les différents acteurs. Toujours au niveau de cette question-là, sur les réseaux sociaux, oui. Qu'est-ce qui peut être dit au niveau de la protection des données à caractère personnel? Alors nous avons tous une identité numérique. Je pense que tout comme nous vivons une vie physique, est-ce que je peux me lever de chez moi, je sors et puis je raconte tout, j'écris et puis bon voilà. Voyez-vous, c'est une forme de stigmate si déjà je ne me comporte pas bien dans mon voisinage, dans ma société. Et lorsqu'on est sur le numérique, c'est aussi un monde. Et donc, il faut éviter d'exposer de manière anarchique ces données personnelles. Il y a des gens, par exemple, lorsqu'ils s'élèvent, c'est de dire tout ce qu'on a comme programme. Je pars ici, je fais ça, et surtout au niveau des adolescents, des enfants, vous allez voir certains
qui exposent même leurs humeurs, leurs états d'esprit. Papa a fait ci, papa a fait cela. Alors, quelque part, il y a des gens qui peuvent savoir votre état de maturité, si vous êtes quelqu'un de stable ou pas. Vous voyez, dans certains états à l'extérieur, on arrive à recruter, on va dire, des jeunes qui quittent leur pays pour aller mener des guerres qui ne sont pas les leurs. Sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'on a une identité à protéger et il faut éviter d'être autant bavard que comme on est au marché. Voilà. Monsieur Dip, oui, allez-y. Il faut dire qu'il y a la question même des données que nous renseignons sur les réseaux sociaux. Il faut le faire le moins possible. Mais également, vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène qui est assez développé en Europe pour recruter, dans les recrutements. Pour recruter un agent, on part tout de suite voir sur ses réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il raconte sur ses réseaux sociaux. Et à travers ce qu'il raconte sur les réseaux sociaux, on peut déjà savoir la personnalité de la personne. Et c'est mieux même qu'un entretien. Parce que là, tu as été ouvert, bon, tu as mis tous tes sentiments, c'est mieux même qu'un entretien. Et sur la base de ça, on rejette les dossiers de certaines personnes. Ou bien on te recrute, après on vérifie et on se dit non, ce type n'est pas fiable. Donc on te remercie. Donc il faut que, surtout au niveau des adolescents, qu'ils fassent très attention. Et vous voyez, dans nos lycées, il y a des phénomènes qui se développent sur le groupe WhatsApp avec la bamboula souvent, et les jeunes s'adonnent sans prendre conscience que ça peut les rattraper dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Donc il faut pas s'amuser avec ça, parce que ça ne s'efface pas. Oui. C'est toujours gardé quelque part. La question se pose certainement parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on a l'impression d'une liberté infinie. Et qu'on peut tout raconter, on peut tout dire. Est-ce que les gens peuvent forcément se retenir face à ce... Ah, si. Un certain plaisir qui si, c'est comme dans la vie physique. C'est comme dans la vie physique. Dans tous les cas, si tu ne te retiens pas, la loi va t'attraper. C'est comme dans la vie physique. Il n'y a pas de liberté totale dans le cyber. Il y a une liberté conforme aux lois et règlements. Il faut se limiter à ce que la loi permet. Sinon, voilà pourquoi d'ailleurs dans le code pénal, les infractions aux moyens des systèmes d'information sont beaucoup plus aggravées. Parce que dès que tu commets un crime où tu portes atteinte à la dignité de quelqu'un sur les systèmes d'information, par exemple sur les réseaux sociaux, ça va plus loin. Au lieu que ce soit 5-10 personnes qui sont au courant, c'est 1000 personnes, 10 000 personnes qui sont au courant. Donc la peine que tu vas prendre par rapport à cette infraction ne peut pas être la même chose que quelqu'un qui a fait une diffamation dans la vie physique. Donc il y a nécessité que les gens, en tout cas, soient modérés, parce que le cyber offre une liberté, une très grande liberté, mais il ne faut pas en user. Il faut l'user en fonction de ce que les lois et les règlements permettent. La législation, notamment les instruments internationaux, oblige les propriétaires de ces systèmes d'information, des applications, à dire souvent, à mettre des avertissements pour dissuader ceux qui voudraient, par exemple sur les réseaux sociaux, les commentaires, que ce soit sur certaines plateformes, il est mis des avertissements en bonne et due forme pour prévenir celui qui fait des commentaires que tu ne dois pas violer la dignité de la personne, tu ne dois pas faire des commentaires à caractère discriminatoire, à caractère raciste, à caractère pornographique, etc. La législation oblige les propriétaires des systèmes à prévoir des avertissements pour avertir les utilisateurs. Bon, maintenant, naturellement, souvent les gens ne prennent pas la peine de lire. Quand, par exemple, vous voulez vous ouvrir un compte Facebook, il y a une partie qui concerne tout ça, où on met beaucoup de littérature, mais les gens ne prennent pas le temps de lire. Voilà, c'est la même chose pour WhatsApp. Les gens ne prennent pas le temps de lire. Mais il y a des avertissements. Et puis, bon, les gens en usent et ça, heureusement, ou fort heureusement ou malheureusement, ça dégage la responsabilité de ces propriétaires de ces systèmes, Facebook ou WhatsApp, ça dégage leur responsabilité parce qu'ils vous ont prévenu. Voilà. D'accord. Monsieur Tiano-Bergo, des conseils pratiques pour protéger son système d'information au niveau des entreprises? Ok, merci madame. En tout cas, en termes de conseils pratiques, d'abord, c'est vrai qu'on a évoqué la SNCS, mais aussi il y a le RGS qui a été adopté, le référentiel général de sécurité au plan national. Donc en termes de conseils, nous allons dire aux chefs d'entreprise, la sécurité
n'a pas de prix. Aujourd'hui, le réel problème pour les responsables des sécurités systèmes d'information, c'est que quand vous partez parler au manager, vous voulez payer telle ou telle solution pour sécuriser le système, on va vous demander qu'est-ce que ça apporte, puisqu'on ne voit pas la valeur ajoutée. Par contre, si vous développez une application tout de suite de vente en ligne, par jour, vous faites des transactions de millions. Là, on voit la valeur ajoutée. Mais par contre, vous allez voir la valeur ajoutée de la sécurité lorsque vous êtes attaqué. Puisque ça ne se résume, ça ne se parle plus en termes de valeur ajoutée, mais en termes de perte. Voilà. Donc, nous allons inviter en tout cas les chefs d'entreprise et surtout au niveau de l'administration, le RGS a été divulgué et très vulgarisé avec les DSI, les directeurs des services d'information de l'administration publique, même du privé, à s'approprier de ce RGS qui a un contenu vraiment très riche. C'est un ensemble d'exigences, des recommandations en matière de bonnes pratiques et de mise en œuvre de la sécurité au sein de leur système d'information pour pouvoir protéger d'abord les systèmes d'information et par ricochet protéger le cyberespace, puisque le cyberespace c'est l'ensemble en tout cas interconnecté de ces systèmes d'information et TTV même en fait partie, voilà, puisque vous faites partie du cyberespace burkinabé. Donc on va vous inviter, vous utilisez la technologie, on va vous inviter à vous approprier du RGS, le référentiel général de sécurité, pour voir ce qui est tracé là-bas comme grande ligne pour mettre en œuvre au sein de votre structure. D'accord. Monsieur Da, un dernier mot? Alors, c'est inviter tout un chacun, hein, parce qu'on est tous embarqués dans le numérique et il y a des grandes sociétés qu'on appelle les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. Ce sont ces géants du numérique là qui collectent nos données personnelles, en plus aussi des structures privées et publiques. Et donc, il faut savoir que ces différents géants, et ce sont des plateformes qui sont gratuites. Et comment ça se fait que des plateformes qui sont gratuites et que les promoteurs de ces plateformes-là soient les plus riches et les plus puissants de ce monde? Et donc, c'est nous, justement, qui passons le temps à les alimenter des informations. Et donc, quand c'est gratuit, c'est nous-mêmes qui sommes le produit. Donc, comme on le dit dans la sagesse africaine, avant de parler, il faut remuer cette fois la langue. Autant nous allons vouloir poster ou publier des informations sur la toile, il faudrait que, par cette fois, on remue les doigts avant de toucher nos claviers. Donc, c'est le conseil, généralement, que la CIL donne, que ce soit aux entreprises, que ce soit aux jeunes qui passent le temps à manipuler des données personnelles, d'être prudents, d'être là dans la cyberprudence généralement. Un enfant qui veut toucher, on va dire, une casserole chaude, vous avez beau la tirer, faites attention, il ne comprendra la conséquence que lorsqu'il a touché justement cette casserole chaude. Et donc, au niveau des internautes, nous leur disons, toute information n'est pas bonne à poster, à publier, donc observez des règles de cyberprudence. Monsieur Yoni. Ok, merci. Je voulais dire, il est écrit quelque part que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc c'est pour ceux vraiment qui s'adonnent à l'utilisation de ces réseaux sociaux de vraiment prendre des dispositions idoines pour ne pas se laisser aller dans l'utilisation de ces technologies-là. Aussi, interpeller les citoyens burkinabés, parce que je sais qu'en 2017, lors du Semaine nationale de l'Internet, où nous avons eu à participer, les gens qui étaient surpris de voir qu'au niveau des scènes de force de l'ordre, il y a des gens qui sont capables de résoudre ce problème de la cybercriminalité. Donc c'est vraiment profiter de l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir faire savoir aux citoyens burkinabés que dorénavant, ce n'est pas une fatalité. Si tu es victime, voilà, c'est des trucs qui arrivent vraiment, qui est fréquent, qui est récurrent. Donc si la personne est victime, il peut se retourner vers les services de force de l'ordre, que ce soit au niveau des commissariats de sécurité publique, que ce soit au niveau des brigades de gendarmerie. Un travail de fond a été fait en 2018 et en 2019 où on a eu à former la plupart de ces agents pour qu'ils puissent vraiment prendre déjà en charge les premiers cas avant de les référer vers nos structures qui sont vraiment spécialisées pour les accompagner. Donc vraiment interpeller les gens, ça n'est pas avoir peur de venir porter plainte et nous allons leur porter l'assistance qu'il faut pour pouvoir pallier ce mal de la cybercriminalité. Monsieur Dipama. Ok, merci. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà au niveau de l'administration, comme le disaient tantôt mes prédécesseurs, et au niveau des entreprises, il faut que, conformément aux normes qui ont été édictées et vulgarisées récemment, que les administrations, les entreprises travaillent à élaborer et adopter rapidement des politiques de sécurité à leur niveau pour dire aux agents ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. S'ils ont des difficultés, ils n'ont qu'à approcher l'ANSSI. Nous allons les aider pour élaborer ces politiques de sécurité. Ça fait partie de nos missions. Déjà, ce sont des balises pour permettre à vos agents de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième chose, c'est au niveau des individus, c'est de savoir que les données sont très importantes. L'économie des données aujourd'hui, c'est en termes de milliards de dollars. Il y a des informations que nous mettons sur les systèmes d'information,
sans savoir qu'elles ont une grande importance, alors qu'il y a des entreprises qui les exploitent et qui se font des milliards grâce à ça. Donc il ne faut pas tout mettre sur les systèmes d'information, notamment sur les réseaux sociaux. Il faut veiller à authentifier vos accès pour que n'importe qui ne puisse pas avoir facilement accès à vos données. Donc les mots de passe forts, il y a des mots de passe qui sont faits facilement, qui peuvent être craqués facilement. Il faut mettre des mots de passe forts. Il faut actualiser également. Il faut actualiser fréquemment également. Au moins chaque 3 mois, chaque 6 mois, au plus, il faut actualiser vos mots de passe. Au niveau des entreprises également, il faut veiller à l'authentification des accès, même au niveau physique également, pour que n'importe qui ne puisse pas avoir accès facilement à vos entreprises, sécuriser vos bâtiments, etc. Et si vous en avez besoin, vous pouvez approcher les services compétents pour pouvoir en tout cas prendre les mesures nécessaires pour ce faire. Et je terminerai en disant que l'information est une denrée capitale. Vous voyez par exemple, le colonisateur, quand il voulait venir nous coloniser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé d'abord des explorateurs pour venir chercher l'information d'abord. La géographie, notre anthropologie, etc. Et c'est sur la base de ces informations qu'ils ont envoyé après l'armée pour nous attaquer et nous coloniser. Donc, l'information, c'est le début de tout processus de développement. Si vous avez des informations que vous ne protégez pas, vous êtes des cibles pour ceux qui sont intelligents et qui exploitent vos informations. Il y a des pays qui ont utilisé l'information pour accélérer leur processus de développement. Par exemple, Singapour, dans les années 75, était au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Singapour est à 1000 km-lumière de la Côte d'Ivoire parce que tout simplement, Singapour s'est transformé en une base de données mondiale d'informations qu'il exploite pour alimenter son processus de développement et qu'il protège. Alors que nous sommes transparents. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler à faire en sorte de protéger nos informations parce que l'information, c'est le début et la fin de tout processus. Et merci M. Tiendrebego. Très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Pour ma part, je pense que l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs, mais comme il a dit, au fait, l'information aujourd'hui, c'est vraiment une denrée rare. Et quand vous prenez la GAFA, aujourd'hui, vous prenez Facebook, pour créer un compte, vous ne payez pas. C'est gratuit. Par contre, ils font partie des premiers au monde en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est pour dire que ce que je vais dire ici, tout ce qui est gratuit n'est pas forcément moins cher. Voilà. C'est pour dire que vos informations sont récoltées et vendues pour devenir riche. Alors, c'est quelque chose que vous postez aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça peut vous rattraper. Alors, maintenant, sur le plan entreprise, je vais évoquer la question des audits et la cartographie des risques, parce que tout part par la cartographie des risques. M. Dipama a parlé tout de suite de politique de sécurité. Voilà. Mais il faut aussi que les entreprises puissent élaborer ce qu'on appelle les cartographies des risques. Si vous ne savez pas quels sont les risques auxquels vous êtes confrontés, vous pouvez être exposé, comment est-ce que vous pouvez les traiter? Il faut d'abord élaborer les cartographies des risques, élaborer les politiques de sécurité et effectuer les audits périodiques en matière de sécurité pour pouvoir contrer et puis traiter tout ce qui est faille de sécurité. D'accord, merci. Merci à tous d'être passés sur ce plateau. Nous avons parlé des enjeux de la sécurisation des systèmes d'information face à l'ère des services en ligne. Nous étions avec Monsieur Maxime Da, expert en protection des données à caractère personnel au niveau de la CIL. Nous étions également avec Monsieur Amidou Dipama. Vous êtes à l'Agence nationale de la sécurité et des services d'information ANC, du système d'information ANC. Monsieur Samir Yoni, vous êtes l'expert en cybercriminalité sur ce plateau. Vous êtes de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis enfin, nous avions M. Tiendrebego, expert en cybersécurité de la direction de la cybersécurité et de la coordination des relations extérieures. Merci à tous d'être passés sur ce plateau. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très certainement très vite sur True TV.